Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Place to Buzz, le podcast dédié aux entrepreneurs et dirigeants qui veulent prendre la parole en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets intéressants, comment développer son réseau professionnel et comment savoir influencer de manière éthique. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai invité aujourd'hui Jean-Michel Steber. Jean-Michel Steber est auteur, conférencier. Il est franchisé BNI, mais il a par ailleurs un parcours BNI assez important qu'il va nous raconter. Et il est aussi formateur certifié du Cialdini Institute, ce qui l'a amené à créer une conférence sur l'influence éthique comme compétence business ultime. Alors, bonjour Jean-Michel. Bonjour Denis. Je t'ai fait un CV long comme le bras, tu vas nous en parler. Je crois que ta carrière, elle a eu deux temps. Il y a une première partie de ta carrière où tu t'es cherché, ce qui est un peu tous notre cas. Puis à un moment donné, tu as trouvé ta voie qui t'a permis de réconcilier tes valeurs, tes objectifs et un objectif de vie à partir du moment où tu as commencé à travailler avec le BNI. Le BNI, on le rappelle, c'est un réseau d'entrepreneurs et de recommandations qui vient des États-Unis mais qui s'est implanté un peu partout dans le monde. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je te cède la parole et tu vas nous parler de ces premières années, de ta tendre enfance jusqu'à ta rencontre avec le BNI. Ma tendre enfance. Wow. Alors ça remonte à quelques années maintenant, tu sais. C'est sûr. Les seniors, tu vois, toi t'as encore pas trop de cheveux blancs, mais moi... Donc ouais, effectivement, moi je suis né à Avignon, dans une famille de professeurs d'anglais. Et le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire tous les deux, c'est de me donner la possibilité de devenir bilingue dès ma naissance, puisque rapidement, je suis allé en Angleterre. Mon père s'occupait tu sais, ces centres qui permettent aux enfants d'aller en vacances dans des familles anglaises, tout en ayant des cours d'anglais. Enfin, voilà. Et pendant toutes ces années, il était dans le sud-est de l'Angleterre. Et moi, dès que j'arrivais en Angleterre, donc ça devait être aux alentours du début juin, et on y restait jusqu'à la fin août, avant la rentrée des classes ici en France. Parfait pour ouais, devenir et surtout, bilingue. on m'envoyait à l'école. Ouais. Parce que l'école en Angleterre, elle se termine fin juillet et non fin juin ou voire mi-juin à l'époque. Ce qui fait que j'étais le petit français au milieu de plein d'anglais et c'est comme ça que j'ai tout appris. Donc c'est un formidable cadeau. Okay. Et puis, en classe de première, j'ai eu mon père comme prof d'anglais. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment impacté et marqué, puisque tu parles de mon parcours quelque part en deux temps, enfin, si on veut. Ça, c'est pour simplifier, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je le voyais, il préparait vraiment ses leçons. Il faisait partie de ces anciens professeurs qui prenaient vraiment le temps. Je ne veux pas dire que maintenant, il ne prépare pas, ça n'a rien à voir, mais vraiment, c'était quelqu'un de très consciencieux. Et il travaillait sur la prochaine leçon qu'on allait avoir. Et je vois exactement où ça se passe dans l'appartement. Il y a ce gros magnétophone à bande que peu ont connu. Et c'est la première fois que j'entends la voix vibrante de Martin Luther King sur « I have a dream ». Et il nous a fait travailler sur ce texte. Et ça, je sais pas, ça m'a fait quelque chose, mais j'en étais pas conscient à l'âge de 17 ans. C'était pas vraiment ça. Mais tu l'as quand même enregistré. Ouais, j'ai enregistré les messages, les mots, la cadence, la voix vibrante qui était travaillée de Martin Luther King, plein de choses comme ça. Bon, après, je suis parti à l'armée, je suis rentré à l'école militaire de haute montagne à Chamonix, et puis j'ai servi la nation pendant 3 ans et demi au 13e bataillon de chasseurs alpins. Okay, puis en sortant, j'aimais toujours la montagne, donc je suis devenu moniteur de ski, accompagnateur en moyenne montagne. J'ai fait aussi, c'était la grande époque des travaux acrobatiques, c'est où on commençait à travailler pour remplacer les échafaudages et tout, où on était pendu sur des cordes dans des bâtiments un peu de partout. Puis après, je suis parti au Canada. Enfin, j'ai fait plein de métiers, plein de choses. J'ai traversé la majorité des États américains. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Tu as eu, on va dire, une première partie plutôt voyageur, assez libre dans ta tête, peut-être un peu rebelle aussi ? Ah oui, alors rebelle, oula, tu attaques un truc. Quand j'étais chasseur alpin, même quand j'étais à Chambéry, il y a eu des fois où j'ai pris des jours d'arrêt en tant que sous-officier. Parce que je me rebellais sur des trucs que j'acceptais pas, que je trouvais injustes. Et ça fait... Ouais, donc il y a eu une forme de rébellion. Puis... Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi le but de ce que l'on fait, de notre vie ? C'est ça le plus compliqué à découvrir. Alors c'est marrant, dans la préparation du podcast, et ça va reboucler avec ce que tu dis, mais c'est vraiment pour, dès l'introduction, comprendre ici ce qui t'anime profondément. Et ce qui t'anime profondément,
tient dans les 2 notifications que tu as dans ton agenda tous les jours. Tu n'en as pas 40, tu en as 2 et qui sont à peu près les mêmes aux mêmes heures. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, je veux bien te parler de ça, mais avant, Ouais, tu vois, je vais aller un peu plus loin avec la rencontre de BNI. avec plaisir. Donc en 2005, ma vie a changé. Bon, on a tous des moments dans nos vies où ça change. Donc ma vie perso change vraiment. Je rencontre une lumière qui est ma femme. Génial. Et ça bouleverse tout, ça change tout. Et je suis invité en septembre 2007, alors que je fais un métier qui n'est pas passionnant, mais qu'il faut bien faire, il faut bien travailler, je veux dire, dans sa vie. Et je suis invité à une première réunion BNI. Et là, je me vois demander à Isabelle, je lui dis, mais tu crois que je devrais aller à ce truc-là? Elle me dit, ouais, vas-y, écoute, on ne sait jamais. Donc je cavale dans les couloirs du métro, parce que je veux être à l'heure, n'est-ce pas? Et Je sais que c'est une valeur importante chez toi, la Ah bah ponctualité. oui, c'est super important. Tu es à quoi, 24h30 minutes en plus, je Non, dirais, non. Tu as 24 heures comme Comme moi. tout le monde, ouais. Donc ton temps est précieux. Comme le tien. Bon, on est d'accord, Voilà. donc c'est super important. Et donc, je me vois arriver, on était au restaurant Le Mesturé, au sous-sol, et là, je vois la tête de la personne qui m'accueille. Et je sais exactement, Pierre Carnicelli, coach, un visage bien rond avec une barbe. Bonjour, bienvenue, on est content de t'accueillir. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, viens, je vais te présenter à tout le monde. Les tartines sont beurrées. Enfin, c'est génial, quoi. C'est vraiment un accueil extraordinaire. Puis après, je vais voir un autre groupe, parce que j'avais demandé à la personne qui m'avait invité, que je ne connaissais pas d'ailleurs, m'avait invité, tu imagines, par Viadeo. Ouais, l'ancêtre de LinkedIn. Ouais, c'est ça, exactement. Pas l'ancêtre Et, concurrent. et donc, je veux aller voir un autre groupe. Et là, comment te dire, c'était... Je réfléchis là quand même pour trouver la bonne formule. Le groupe des Tristounets premiers. C'est-à-dire qu'on était dans le même ordre du jour, mais franchement, ça donnait pas envie. Donc j'ai dit, je veux retourner voir les autres. Donc je suis retourné voir les autres et il y avait plusieurs personnes qui faisaient ma profession à l'époque. Donc j'ai postulé, j'étais accepté. Et c'est comme ça que je suis rentré dans BNI. Et comme c'était le démarrage de BNI, rapidement, eh bien, on m'a proposé de devenir directeur consultant, puis directeur de région. Et à travers BNI, là, j'ai découvert un monde qui était basé sur des valeurs, sur de l'entraide, sur la solidarité. Je me souviens de m'être retrouvé à Amsterdam à une conférence européenne, tout seul français, personne d'autre. Et des personnes qui sont plus expérimentées que moi dans BNI, qui sont là peut-être déjà depuis une dizaine d'années, qui s'assoient en face de toi et qui disent « Comment est-ce que je peux t'aider ?» Et là, tu te dis « Waouh !» Génial. Et, ouais, et c'est ce partage d'expérience et tout. Et en 2012, je vais pour la première fois à la conférence internationale à Long Beach. Et c'est là où je rencontre effectivement une entité de BNI qui s'appelait à l'époque l'Institut de la recommandation. Ok. Qui s'est appelé après Ascentive, qui existe toujours. C'était là dans BNI, il y a tellement de contenu, il y a tellement de connaissances que dans les réunions, on n'a pas le temps, ni dans les formations, de transmettre tout ça. Donc là, c'est pousser plus loin le concept de la recommandation pour que ça devienne une arme de croissance économique absolument phénoménale. Et là-dedans, on te fait travailler sur quelque chose qui s'appelle la charge émotionnelle de connexion. Tu as déjà écouté le podcast, tu sais, de Simon Sinek, Oui, bien sûr. le pourquoi. Ouais, sur le why, oui. Voilà. Et quand on trouve son pourquoi, finalement, on parle à nos émotions. On ne parle pas au cerveau casanier, reptilien, factuel qui est le nôtre, mais on s'adresse aux émotions. Et les personnes vont suivre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et non comment on le fait. Et ça, en travaillant sur ça, c'est là où j'ai pris conscience que le message de Martin Luther King, il avait un impact colossal sur moi. Donc, pour revenir à tes notifications, eh bien, l'idée, c'est de répondre à cette question. Enfin, c'est même pas l'idée. C'est ce qui me motive finalement de continuer à faire ce que je fais depuis plus de 18 ans. C'est de répondre à cette question de Martin Luther King, qu'il considérait, lui, comme étant la plus essentielle et la plus importante. C'est que faites-vous pour les autres? Et moi, je suis intentionnel dans ce que je veux faire pour les autres. C'est pour ça que ces 2 notifications, le matin, il y a comment vas-tu ajouter de la valeur? Et le soir, c'est à qui as-tu ajouté de la valeur? C'est quand même fou. Et ça suffit à guider ton why et à te donner une direction qui te permet d'agir au quotidien. Oui, puisque de toute façon, déjà, en tant que directeur de région BNI, tu agis auprès d'une équipe de directeurs et d'ambassadeurs. Donc des personnes... Parce que BNI, tu sais, c'est pas qu'une histoire de recommandation ou de réseau quelque part.
C'est les membres, ils rentrent. Toi, tu es membre BNI aussi. Oui. Je veux dire, les membres, ils rentrent pour développer leur business. Mais après, ils restent. Tu sais pourquoi? Pour les réseaux, les amitiés, Pour les relations. Pour les Ouais, je relations. suis d'accord. Ouais. Et ouais, tu es d'accord sur Ah ça. ouais, ouais. Et encore, toi, tu étais sur un groupe online. Ouais. Maintenant, je sais que tu m'as dit que tu voulais changer. Je vais passer à un groupe présentiel parce que ça, voilà, pour faire une autre expérience. C'est ça. Mm. Mais il y a un truc, moi, j'ai le nombre de membres que j'ai vus qui. Enfin, non, alors avant d'être membre, on est visiteur. Ouais. Qui, au moment où on leur demande de se lever pour parler, se liquéfient. Parce que tout le monde souffre. Enfin, 75% de la population souffre de ce qu'on appelle la glossophobie. C'est vrai, ouais, la glossophobie. Je La, ne connaissais la pas le peur terme. de la prise de parole Pardon. en public. Bah, ici, on est là pour corriger ça. Pour ceux qui... Entre autres, ouais. Et si tu veux, tu les vois progresser, tu les vois se transformer, tu les vois réfléchir différemment sur leur entreprise. Tu vois qu'ils ont eu une recommandation qui a transformé complètement leur entreprise, ou un partenariat, ou un visiteur qu'ils ont rencontré. Et tout ça, c'est lié à tout ce que l'on fait à leur côté. Donc on fait ça avec les directeurs, on fait ça avec les ambassadeurs. Ça transforme leur modèle économique souvent. On fait ça pour les membres. Mais toi, tu sais pas que les mots, les phrases que tu as prononcées ont eu un impact. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une personne qui va dire « Tu sais quoi, Denis ? Grâce à toi, dans le podcast, j'ai prononcé ou tu m'as posé une question et cette question m'a fait réfléchir et j'ai répondu à tel truc et ça a eu un impact sur une autre personne. » On t'a déjà dit ça ? Ouais, forcément. Forcément. Ouais. Mais tant qu'on ne nous dit pas qu'on a eu un impact, mais si on n'est pas intentionnel d'avoir un impact sur les autres, bah, tu penses pas aux autres. Alors, ce qui est marrant, c'est que le BNI est vu comme une entreprise américaine, ce qu'elle est, avec tout ce que l'image des États-Unis en termes de business véhicule. Et en fait, quand tu rentres dans les principes même, finalement, tu t'aperçois que c'est pas du tout à l'américaine, puisqu'il y a des principes de vie et de travail qui sont quand même très intéressants. Il y a notamment le qui donne reçoit, mais il y a des relations de confiance. Donc c'est vrai que c'est une recommandation qui est basée sur de la confiance entre les membres, et c'est finalement tout sauf une secte américaine. C'est vraiment quelque chose qui est assez puissant. Comment toi tu le définirais en quelques mots? Alors Ivan, il a toujours dit, c'est certainement le truc... Ivan Meissner. Ouais, Ivan Meissner, le fondateur de BNI, tu as raison On va de en reparler préciser. d'ailleurs. Ouais. Ivan, il a toujours dit, c'est le truc le moins américain que j'ai jamais fait. Ouais. Aux États-Unis, tu te préoccupes de savoir comment tu vas faire pour, à la rigueur, surpasser un concurrent ou l'écraser ou le faire disparaître. Ici, tout se passe sur comment je vais t'aider. C'est vraiment ça. Et il dit aussi, j'aime bien cette manière dont il le formule, peu importe les religions, les pays, la culture ou quoi que ce soit, nous parlons tous le langage de la recommandation. C'est vrai. Et nous avons envie de faire des affaires avec des personnes que nous aimons et que nous apprécions. Et finalement, la recommandation... Alors là, on n'est pas que dans BNI, tu vois ce que je veux dire ? Là, ça me semble important. Le marketing de la recommandation, ça va toucher à l'influence, c'est un sujet dont on va parler après, mais c'est lié au comportement. Parce que depuis 18 ans que je suis dans BNI, je te garantis que la seule clé de la réussite pour se faire recommander, et ça c'est une compétence que les entrepreneurs ont tendance à oublier, c'est qu'ils doivent bâtir leur capital social et ils doivent, je ne parle pas d'argent là, c'est donc la qualité de tous les liens que je construis autour de moi et ma capacité à me faire recommander par les autres. Okay. Ça c'est une qualité que beaucoup oublient, mais c'est super important, c'est un levier très très fort. Et le seul moyen, c'est mon comportement. C'est-à-dire développer mes compétences de savoir-être et non de savoir-faire. Tu es un expert, Denis, il n'y a pas de souci. Je suis persuadé que là, je ne me pose même pas la question si tu sais coordonner la communication des entrepreneurs à travers les réseaux, à travers les podcasts que tu crées. C'est cool. Mais à la rigueur, maintenant... pour que tu puisses m'influencer, que je te recommande. Alors, il y a la notion de vivre l'expérience avec toi, la préparation et tout, et de parler positivement de toi. Mais aussi le fait de, est-ce que tu vas tenir tes engagements ? Si je te recommande, est-ce que tu vas arriver à l'heure ? Si je te recommande, est-ce que tu vas arnaquer la personne qui a confiance en moi ? Comment ça va se passer tout ça ? Et regarde, on vit dans un drôle de monde. Combien de personnes t'ont dit, je t'appelle sans faute ce soir ? Et qui le font pas, Pourtant, ce n'est pas quelque chose que tu leur as demandé. Là, on est dans le principe de la cohérence.
C'est un principe d'influence. Et alors, on fait en sorte que les autres tiennent leurs engagements qu'ils ont pris précédemment. Ma jeune fille Lucille, qui a 17 ans, depuis toute petite, elle est dans ce principe de cohérence et elle me... Elle te challenge? Ouais, je me souviens, le premier jour, elle était malade et puis à 18h, je lui dis, bah, tiens, c'est un médicament, on va le prendre tous les jours. Et le lendemain, à 18h, elle était toute petite, elle avait 4 ans. Et elle me dit, papa, il faut prendre le médicament. Je dis, waouh. Et quand je lui dis, je t'appelle, je me mets une triple notification parce que je veux pas l'oublier, parce qu'elle, elle va pas l'oublier. Et si je l'appelle pas, elle va se dire, il est pas sérieux, mon père. Et C'est donc, ça. voilà, donc il peut m'arriver d'être de ceux qui disent je t'appelle et d'oublier, ce qui est pas bien. C'est rare, je pense, mais en effet, ma fille m'a appris ça. Ouais. Et, ouais. Et donc, dans cette notion que l'on a de se dire, OK, je vais développer mon business par la recommandation, je vais faire en sorte que les autres me recommandent, parce que c'est ça, finalement, au sein de BNI, on apprend à développer une équipe de partenaires de recommandation qui vont effectivement agir pour moi, mais seulement et uniquement si je mérite d'être recommandé, quoi. Bien sûr. Ouais, non, c'est ça. Et cette simple explication que tu viens de donner, mais elle est super importante. Ouais. Parce que si tu n'es pas capable de tenir un simple engagement que tu prends avec moi, comment tu vas tenir de grands engagements? Ouais. C'est vrai. Donc c'est comportemental. Ce que je veux dire, c'est que au Béni, il y a à la fois le réseau, mais il y a aussi c'est une forme de développement personnel finalement, C'est ce clair. réseau. C'est Ok. clair. Ouais. Tu apprends énormément de choses. On doit être la seule organisation. Regarde, quand tu deviens membre, tu as un programme pour la réussite du membre. Tu as 20 heures de formation qui sont là-dedans. Le programme pour le module initial, le module avancé, les 60 minutes chrono, le module optimiser votre infomercial, l'atelier VCP. Enfin, je t'en passe, c'est les meilleurs. Et puis, tu as une université en ligne où tu vas travailler. Par exemple, il y a une leçon sur l'université en ligne, je sais, c'est comment tenir des conversations difficiles. Ben ouais, mais ça, si on ne sait pas faire, comment on fait pour tenir des conversations difficiles avec des personnes avec qui on n'a pas de lien? Et alors, plus, si on a des salariés, comment on fait? Donc, il y a tout ça qui est inclus dans BNI. BNI, c'est pas un réseau, c'est une organisation business. C'est une école de business. Ouais, je suis C'est une d'accord. école de business Et de relations humaines. et de relations humaines. Alors, puisqu'on parle de BNI et de relations humaines, il se trouve que tu as donc rencontré le fondateur, Ivan Meissner, et que tu lui as proposé, et il a accepté, de traduire et de travailler avec lui, de co-écrire avec lui ses livres, ceux qu'il a écrits lui en anglais. Et toi, tu en as fait plus que la traduction, tu les as édités en français. Ouais. Il y a notamment Le secret de marketing, le mieux gardé au monde, et un autre livre dont je voudrais que tu nous parles, qui est dans votre pièce. Raconte-nous un petit peu comment ta relation avec Ivan Meissner, le fondateur du BNI, et comment tu en es venu à travailler avec lui sur ses ouvrages. Alors, en 2013, avec certains de mes collègues directeurs de région, on a créé l'entité française de la Fondation BNI. D'accord. Beth, qui était la première épouse de Ivan, ils ont tous les deux créé très rapidement la Meissner Charitable Foundation. L'idée, c'était d'apporter du soutien aux enfants, à l'éducation et tout ça. Et puis après, c'est devenu la Fondation BNI. Et nous, pendant 10 ans, on a effectivement tenu cette fondation en France. Et ça m'a énormément rapproché de Elisabeth et de Ivan, bien entendu. Avec ce lien qui s'est construit et cette amitié qui s'est développée, bien entendu, d'abord, on a traduit avec Bruno Alexandre, qui est mon collègue directeur de BNI sur Paris Rive Droite, ce livre qui était le premier livre d'Ivan sur la Bible, je dirais, de la recommandation. Et puis en 2018, Ivan, à la convention internationale BNI à Bangkok, il a proposé effectivement la nouvelle version de Qui est dans votre pièce et la possibilité pour certains qui le voulaient de devenir co-auteurs dans notre langue. Donc moi, je me suis approché de mon ami et confrère François Garon. Il est comme moi, il est directeur franchisé à Montréal. Et tous les deux, on a décidé de devenir les co-auteurs pour la francophonie de ce livre-là. Alors c'était un petit bouquin, hein, il n'était pas bien épais. Hein, il était assez facile à lire. Mais là, il y a une nouvelle édition qui est sortie. Et le livre a triplé de volume. Et avec François, la complexité, si tu veux, c'était vraiment de faire en sorte que nos amis québécois, nos amis suisses, nos amis belges, enfin la francophonie puisse comprendre le document et sans vraiment qu'il y ait de problématiques liées à nos différences linguistiques, je dirais. Et culturelles aussi. Et culturelles, bien sûr. De manière. Alors, le concept du livre, c'est d'imaginer que tu vas vivre ta vie dans une seule et unique pièce. Cette pièce, elle est particulière puisqu'elle a une porte. Tu me diras, il y a plein de pièces qui n'ont qu'une porte, mais cette porte, elle est vraiment particulière
Parce qu'elle ne fonctionne que dans un seul sens, celui de l'entrée. D'accord, une fois qu'on est rentré, on ne peut plus en sortir. Une fois qu'on est entré, on ne peut plus du tout en sortir. C'est un peu flippant d'ailleurs quand on commence à écouter ça et se dire « Ah ouais, mais attends », parce que selon nos âges et tout, on a laissé passer un sacré paquet de personnes à travers cette porte. Ouais. Il y en a du monde là-dedans. Ouais. Et peut-être que cette pièce, elle est bien organisée, peut-être qu'elle est calme, peut-être qu'elle est bruyante, peut-être qu'elle est en désordre. Et surtout, il y a peut-être des personnes non d'une pipe. Pourquoi elles sont là? Et ben, si elles ne peuvent pas sortir, c'est d'autant plus dangereux. Ouais. Donc, dans ce concept-là, c'est ça. C'est effectivement de se dire là, mais waouh, comment je pourrais gérer cette pièce pour que finalement, je sois entouré des bonnes personnes. Parce que dans cette pièce, il y a des ancres. Il y a des personnes, tu sais, qui te disent toujours « Non, mais tu vas pas y arriver. Oui. Mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? Non, ça va pas marcher. » Enfin, tu sais, tu en as rencontré un peu des bizarroïdes comme ça. Ouais, moi, j'ai rencontré pas mal de monde comme ça. Ouais. Ah, pas mal, en plus, d'accord. Puis après, tu as des moteurs. Ouais. Tu sais, ceux qui te disent « Ouais, c'est génial, vas-y », qui vont t'encourager, qui vont te porter pour que tu ailles vers autre part. Et puis, tu as peut-être des personnes qui t'ont inspiré, et puis des personnes qui t'ont fait du mal. Oui. Humainement, psychologiquement, il y a des pervers, il y a des bizarres, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et déjà, c'est comment filtrer. On pourrait mettre un portier à l'entrée. Quelqu'un que l'on va former à nos valeurs fondamentales. Et la majorité des personnes, quand tu leur demandes, tu leur dis, c'est quoi vos valeurs fondamentales? Vous pouvez m'en donner les 5 premières? Et les personnes vont dire... Ouais, peut-être ils vont t'en sortir une ou deux. C'est quoi une de tes valeurs fondamentales? Tu m'en donner une pour voir? Moi, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et puis, je fais ce que je dis ce que je fais. Ok. La cohérence, on va dire. La cohérence. Super. Très bien. Donc, tu vois, ça, c'est important. Mais il faudrait pouvoir en définir 4 ou 5. Si il y en a une autre qui est la générosité, la gentillesse que j'associe. C'est-à-dire que pour moi, la gentillesse, c'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Ah, super. Et pour être gentil, il faut être aussi fort. Donc, tu vois, c'est pas du tout une faiblesse. Et puis, je te dirais l'ouverture d'esprit, accepter des idées qui, a priori, ne sont pas les miennes. Voilà, donc, c'est des valeurs que j'aime bien, quoi. D'accord. Ce qui est important, c'est de les avoir et surtout, après, de rédiger pourquoi elles sont importantes pour toi. Ouais, tu vois, faut pas juste la valeur, mais qu'il y ait une rédaction derrière. Okay. Pour moi, c'est la loyauté. La première, c'est super important. Ouais. Mais ça tient aussi à mon parcours de militaire, à la loyauté de la cordée, enfin, tous ces liens qui sont importants. Et puis, de l'autre manière aussi, ce portier, il va falloir le former à autre chose, c'est les non négociables. Les non négociables. Okay. Ce que je n'apprécie plus ou que je ne tolère plus de la part de certaines personnes qui veulent occuper mon esprit mental. Toi, c'est par exemple les racistes ou les sexistes. Alors oui, il y a des choses, effectivement, ça c'est carrément rédigé, c'est que je n'accepterai plus des personnes qui tiennent des propos racistes, misogynes, etc. Mais il y a aussi, je n'accepterai plus les personnes, tu as parlé du respect des horaires, mais je n'accepterai plus les personnes qui ne tiennent pas leurs engagements et qui arrivent en retard à la rigueur. Et ça, c'est important d'arriver. Donc ça sert de filtre. Et puis après, à l'intérieur, dans ma pièce, comment je gère cette pièce? Je rends compte le nombre de personnes qui sont passées là. Et j'aime bien parce que sur la première version du livre, il y avait une ampoule qui descendait du plafond, tu vois. Ouais. Et puis, sous la pièce. Ouais, il y a le halo. Ouais. Et toi, tu es au milieu, là. Tu es sous cette lumière. Tu regardes la lumière, là, et tout autour de toi, effectivement, tu vois les personnes qui sont importantes pour toi. C'est celle-là que tu veux garder autour de toi. Tes partenaires de vie, tes partenaires de business, tes amis, ceux qui comptent vraiment pour toi. Et puis, au fur et à mesure que l'ombre est plus importante, il y a des personnes qui disparaissent de plus en plus. Et au fond, là-bas, très loin, il y a ceux dont tu as carrément oublié leur nom. Ouais. Mais on pourrait se dire, ouais, mais je ne les vois plus, donc ils ne sont plus dans ma pièce. Ouais, si, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Si tu es capable de ressentir les émotions, tu sais, les mots, les phrases qu'elles ont pu prononcer, ces personnes sont toujours ancrées dans ton cerveau. Bien sûr, ouais, c'est certain. Ouais. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est c'est mettre en place un concierge. Okay. Et ce concierge, il va définir des coins dans ta pièce. Il va y avoir le coin des amis, le coin des mentors, les mentors virtuels et les mentors physiques. C'est-à-dire les personnes avec qui tu passes le plus de temps, les amis, etc. Tu peux même avoir un coffre-fort avec un vrai programme rédigé qui explique pourquoi tu vas enfermer cette personne dans le coffre-fort et les raisons pour lesquelles elle n'en sortira plus. C'est vraiment tu aurais presque envie de jeter la clé.
Alors c'est marrant parce qu'un coffre-fort, c'est plutôt quelque chose où je mets des choses précieuses. Dans ce cas-là, c'est plutôt là où je mets des relations dont je veux plus pour plein de raisons C'est ça. objectives. D'accord, ok, non, c'est très clair. Tout à fait. Et donc, tu as ta pièce qui est dans votre pièce, qui est rentrée. Tant que tu n'as pas conscience de ça, tu as pu laisser rentrer tout le monde. Donc, le portier, il n'a pas fait son job. Mais il n'existe pas. Voilà, puisqu'il n'existe pas. Donc là, tu te dis, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je mets un portier. Et par contre, mon concierge, il réorganise ma pièce pour que je n'ai que des gens que j'aime et qui m'influencent positivement. C'est ça, c'est ça. Parce que en vérité, la qualité des relations que j'ai avec les personnes va déterminer ma réussite personnelle, professionnelle. Tout est fait de relations humaines. Mais il y a déjà des exemples. Si je mets une personne qui peut-être vient d'un mauvais environnement, que je la mets dans un environnement positif, ça pourra devenir certainement une personne, un super citoyen en vérité. Oui, bien sûr, heureusement. Et tu vois bien, souvent, on est influencé par cet environnement. Et sans jugement encore, mais des personnes qui sont violentes sont souvent avec d'autres personnes violentes. Des personnes qui mangent mal et qui ont tendance à avoir de l'obésité sont souvent avec des personnes qui sont similaires. Les sportifs sont avec les sportifs. Nous sommes influencés par les personnes qui sont autour de nous, quoi qu'il se passe. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, j'ai un ami qui me disait on ne peut pas être plus fort que son environnement. Et c'est assez effrayant, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux vivre une autre vie, il faut changer d'environnement. C'est ça. Et parfois, ça veut dire changer de relation. Même si, moi, tu vois, je chéris aussi des relations qui ont pu être difficiles. Parce que c'est bien aussi, tu vois, moi, j'ai appris beaucoup de choses à l'école. Mais ce que je sais de l'humain, je l'ai appris dans la rue et au sport, au foot notamment. Et au tennis aussi, puisqu'au tennis, il y a aussi une autre forme j'allais dire, de perversité. Au foot, tu sais, c'est un jeu d'un peu de voyous. Parfois, c'est vrai, moi je l'ai expérimenté, c'est quand même... voilà, et dans le tennis, tu as une autre forme d'influence, c'est un jeu psychologique. Ah, c'est sûr. Et tu peux déstabiliser l'autre s'il est plus fort que toi. Donc j'ai appris le vice et la vertu dans la rue. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que des fois j'ai dû rencontrer des gens que j'aurais pas gardé trop longtemps et que j'ai mis au coffre-fort, mais je suis content de les avoir rencontrés parce qu'ils m'ont aussi appris cette donnée-là et à repérer qui a des vertus et qui a des vices. Et ça, je suis quand même content d'avoir cette école-là de la rue. Bref. Ouais, mais tu vois, regarde, je vais juste rebondir sur ça, là, tu vois. Si tu as formé ton portier, tu sais qu'il est existant, ces personnes-là, tu peux les laisser t'approcher, mais tu les laisses sur le porche. C'est exactement ça. Avec leur bagage. Elles ne rentrent pas chez toi. Elles ne passent pas le seuil de la porte. D'accord. Donc, effectivement, tu vas apprendre de ces personnes-là, mais elles vont rester là. Voilà. Passé, elles peuvent y rester tout le temps. Hein. Ouais. Mais tu veux pas qu'elles se rapprochent de toi. Tu les veux pas dans ce halo de lumière autour de toi. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, même si dans le sport, j'ai connu à 90% que des garçons et des filles formidables, mais il y avait quand même quelques Des bizarres. Quelques mecs qui aimaient faire mal ou qui aimaient tricher. Ouais. Bien super. Alors, ce qu'on voit là clairement, c'est que tu es avec le BNI dans un parcours de développement personnel qui va jusqu'à faire de toi un auteur, mais tu vas aller plus loin. Tu vas devenir conférencier, et conférencier sur un sujet pas simple, l'influence éthique. On va parler là d'un prix Nobel et puis de Robert Cialdini, puisque tu es formateur certifié du Cialdini Institute. Robert Cialdini, c'est celui qui a posé les 7 principes de l'influence. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais toi, tu sais. Donc, peut-être tu vas nous remettre un petit peu ces notions en perspective et nous dire comment elles t'ont aidé à devenir conférencier. Alors, je vais revenir encore à une chose. Donc, on est en... Attends, je réfléchis un petit peu. En 2008, ça faisait que quelques mois, 4-5 mois que je suis dans mon groupe BNI. On me propose de devenir secrétaire trésorier. Et là, il faut prendre plus la parole que ton temps de parole dans une réunion BNI. Et après la première réunion, les membres ils viennent me voir, ils me disent « Qu'est-ce que t'as, Jean-Michel? T'avais les pétoches, quoi ?» Mais je dis « Ben ouais, c'est un nouveau rôle, il faut que je... » Voilà. Et si tu veux, il
Il n'y a pas de conférencier naturel. Tous les conférenciers, ils bossent comme des malades, en vérité. Bien sûr. C'est un truc. Et BNI m'a appris à faire ça. Si tu veux, quand tu interviens, j'ai fait une conférence en 2016 sur la thématique du leader prédateur et du leader bienveillant en plénière lors de la conférence BNI France. Je suis intervenu avec Marc-William Mathieu, le fondateur de BNI France, à la conférence internationale de BNI en anglais à Bangkok. Okay. Tu vois, donc tout ça, il y a aussi un background, je dirais. Il y a un travail de. Il y a eu un travail de beaucoup d'années pour que je commence à être, je dirais pas maîtrisé, mais être quand même plus à l'aise. Et effectivement, travailler sur soi, investir sur soi, apprendre, devenir meilleur, mais devenir la meilleure version de soi-même, c'est super important pour moi en tout cas. Et j'ai d'abord suivi le programme de formation de Ken Field. Okay. Le succès selon Jack. Ouais. Ça, c'est grâce à l'aide de Ivan Meissner. Et puis, à un moment donné, j'ai beaucoup lu les livres de John Maxwell. Ouais. C'est la personne qui est le plus écrit sur le leadership. Ouais. Et j'ai suivi... je fais partie de l'équipe des formateurs Maxwell aussi sur le leadership. Même si je ne l'utilise pas énormément, je l'ai beaucoup utilisé sur le leadership d'équipe et sur le leadership personnel. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une liste de diffusion qui m'a fait découvrir l'existence de l'Institut Cialdini, qui a été lancé qu'en 2023. Oui, c'est récent. Hein. Ouais. Ah, c'est récent, c'est sûr. Alors que Robert Cialdini, effectivement, il a 80 ans maintenant, Robert, c'est un expert. Et ça m'a passionné. J'ai d'abord suivi un programme de praticien certifié de l'influence. Et puis, l'année dernière, en septembre, ils ont lancé la première promotion de formateurs certifiés que j'ai rejoint. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu formateur. Après du temps, là, par exemple, mercredi, on a encore 2 heures, même 3 heures de session de travail avec la promotion. Et la promotion, elle est dans le monde entier, hein, puisque j'ai quelqu'un qui est au Brésil, j'ai un ami qui est au Liban, il y en a un qui est aux Émirats arabes, il y en a qui sont... J'ai une jeune femme qui est russe, il y en a en Inde, enfin, et on se connecte tous et on bosse comme ça. Je trouve ça, c'est génial. Ouais, tu es le seul formateur français et il y a un autre francophone qui est suisse. Hein, ouais, effectivement. Il y a un Cédric qui est en Suisse et tout. Donc ça nous donne une force, effectivement, de pouvoir partager nos énergies selon les pays. Mais tu as parlé Donc tu as parlé de Daniel... Enfin, tu n'as pas vraiment parlé de Daniel Kahneman. Je te laisse... Tu as parlé d'un prix Nobel. D'un prix Nobel, ouais. Donc là, on parle des sciences du comportement. Et c'est quelque chose de... Quand tu commences à mettre le nez dedans, c'est vraiment passionnant, ce truc. C'est comment les êtres humains prennent leurs décisions. Donc Kahneman, il a reçu en 2002 le prix Nobel pour ses travaux sur l'économie comportementale. Pourtant, c'est un psychologue. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'un psychologue, spécialiste des sciences du comportement, a reçu un prix Nobel de l'économie? Mais parce que ça concerne la manière dont nous prenons des décisions. Et notamment des décisions d'achat et des décisions... Toutes les décisions. Et ces décisions, elles ont un impact sur l'économie. Et Kahneman, dans ses travaux, qui ont été nombreux, il a écrit un livre qui s'appelle Système 1 et Système 2, parce qu'il a découvert qu'en réalité, notre cerveau fonctionne avec 2 systèmes. Et le système 1, c'est notre cerveau intuitif, et il est assez évident qu'il y a 2 manières dont les pensées nous viennent à l'esprit. Si je te dis 2 plus 2... 4. Ouais, tu vois, on n'a même pas eu besoin de réfléchir, le chiffre est venu tout seul. C'est ça, c'est vraiment ça symbolise le système 1, cette pensée intuitive et rapide qui est quand même sujet à des erreurs. Et il y a plusieurs formes, effectivement, de pensée rapide. Par exemple, si on était un conducteur expérimenté, quand tu conduis, eh bien, c'est un comportement typique de système 1. Quand tu as 1 an ou 2 ans de permis. Oui, quand tu es un conducteur expérimenté. Oui, bien sûr, au début, non. Tu fais attention, ton système 2 prend le relais, mais au bout d'un moment, tu ne fais plus du tout attention à ça. Donc, cette pensée rapide et intuitive, elle est là. Puis, il y a un autre système qui, lui, est plus lent, plus réfléchi, qui peut être illustré par, si je te demande de calculer 17 x 4. Alors, tu peux le faire, effectivement, mais ça va te demander de te poser et de réfléchir pour arriver à la réponse qui est correcte. Et c'est ça qui symbolise vraiment le travail du système 2. Cette pensée, elle est plus réfléchie, elle est plus lente. Et il y a des fois, c'est pour ça que quelquefois, quand on fait quelque chose, on est incapable de faire autre chose. Et on pourrait même carrément être aveuglé. Par exemple, tu ne pourrais pas calculer 17 x 14 tout en tournant à gauche dans la circulation. Non.
ce serait pas conseillé. Ouais. Tu pourrais tout simplement ne plus voir effectivement la circulation. Et à travers ces deux systèmes, on a toujours pensé que l'être humain est un être rationnel. Que lorsqu'il prend des décisions, il utilise toujours le système 2 pour prendre des décisions les plus éclairées possibles. Sauf qu'il s'avère que Kahneman, dans ses travaux, a prouvé que, en vérité, 95% de nos décisions sont prises à l'aide du système 1. Ouais, c'est fou. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on tente de convaincre une personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des arguments rationnels qui vont faire une seule et unique chose, déclencher Le système 2. chez l'autre personne. Ok. Mais ce n'est pas ce système-là qu'on doit influencer. On doit absolument avoir une stratégie éthique, bien entendu, d'utiliser effectivement des éléments, des images, des mots, des phrases que l'on veut qui vont déclencher le système 1 chez l'autre personne. Et c'est là que les 7 principes d'influence de Cialdini interviennent? Oui, parce que il est vraiment reconnu comme l'expert mondial de Tu disais l'influence. qu'à chaque fois que Kahneman, on lui posait la question comment on fait, il disait allez voir Cialdini. Allez voir Cialdini. Mais c'était la question, c'était Monsieur Kahneman, vous avez eu un prix Nobel pour vos travaux. Comment on fait pour déclencher le système 1 ? Et sa réponse presque tout le temps était allez parler au docteur Cialdini. C'est génial. C'est génial, ouais. Mais si tu veux, l'influence, elle a commencé il y a longtemps. Quand, dans notre préparation des podcasts, on a pas mal échangé, on a parlé de pas mal de choses. Mais tu vois, au début du siècle, quand il y avait des véhicules, il n'y avait pas de code de la route, il n'y avait pas de trucs comme ça. Et il y avait beaucoup d'accidents, surtout dans les virages. Parce que justement, il n'y avait pas de courbe qui définissait la bonne ligne du virage. Et donc, les voitures percutaient les voitures qui arrivaient en face. Et un moyen d'influence indirecte, donc là, on est vraiment ça. Ils ont mis une ligne blanche au milieu. Nous, on est habitués. Il y a des lignes de partout. Mais au début, rien que ça a permis de faire ça. Ah ouais, donc ça a permis de rester chacun dans sa ligne et de ne pas se croiser. Et pas d'aller percuter l'autre, tu vois. C'est aussi bête que ça. Okay. Il y a un autre principe d'influence qui a été utilisé par l'empereur Frédéric en Prusse. Donc les famines, ça génère de l'insécurité, des rébellions, des guerres, etc. Et c'était le démarrage où ils ont découvert la pomme de terre et cet empereur voulait absolument imposer aux paysans qu'ils cultivent la patate. Mais il ne voulait pas. Parce que déjà, ça poussait sous terre, on ne voyait pas que ça poussait et ça n'avait pas un goût auquel ils étaient habitués. Donc, alors ça, c'est pareil, il a dû le faire de manière inconsciente, mais il a décidé d'utiliser le principe de la rareté. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un champ royal où il a planté les patates qui étaient gardées par la garde impériale. C'est génial. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ça doit valoir cher. Donc, je suis allé piquer les patates. Et c'est comme ça qu'il a effectivement influencé la culture de la pomme de terre en Prusse. Et que lorsqu'il y a eu des problèmes de nourriture ou de famine ou quoi que ce soit, voilà. Et cette influence, elle est partout. Je l'utilisais il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait rire. Donc, dans les années 60, en Allemagne de l'Ouest, on ne portait pas son casque quand on faisait de la moto. Et puis, le gouvernement a décidé de mettre en place une règle, enfin une loi plutôt, comme quoi il était obligatoire de porter un casque pour pouvoir conduire une moto. L'objectif premier, c'était d'éviter les traumatismes liés aux chutes, aux accidents sur la tête, parce que t'as fait un peu de moto, non? Non, surtout pas. C'est le seul moyen de ne pas mourir sur une moto, c'est de ne pas monter sur une moto. Ok. Moi, j'ai été motard pendant longtemps, là, je l'ai posé, mais je veux dire, si tu tombes, effectivement, la tête, déjà, elle est lourde, et puis c'est vraiment le truc que tu risques de cogner rapidement. Effectivement, il y a eu moins de traumatisme lié à ça, mais il y a un truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est-à-dire que le niveau de vol des motos a diminué. Ah ouais? Et pourquoi? Aucune idée. Parce qu'il fallait un casque. C'est génial. Parce qu'avant, il suffisait de sauter sur la moto et de se barrer. Mais là, il fallait un casque. Ouais. Donc déjà, c'est soit tu en volais un, soit tu te promenais avec un casque pour pouvoir voler une moto. Donc ça rendait les choses beaucoup plus compliquées. C'est génial comme ça. C'est génial. Ouais, ok. Voilà. Alors, ça serait bien que tu nous rappelles les 7 principes de Cialdini. Peut-être qu'on va en étudier un ou deux de plus près. Donc Cialdini, depuis 40 ans, il travaille, il continue de travailler. Quand je dis 40, c'est peut-être même 50 ans maintenant. Il travaille à l'université d'Arizona. Et un de ses grands partenaires, c'est le docteur Gregory Neidert. Et tous les deux, ils bossent ensemble.
Et le docteur Neidert, lui, il a mis en place des modèles de motivation fondamentale. C'est-à-dire que tout persuadeur, à un moment donné, veut apporter un changement chez l'autre personne. Et ce modèle, il prend en considération 3 situations. C'est-à-dire si je veux effectivement influencer la relation, construire, la consolider ou peu importe, il y a 3 grands principes qui vont être utilisés, qui sont la réciprocité, la sympathie et l'unité. Et ces 3 principes-là, l'objectif, c'est de déclencher la décision d'écouter chez l'autre personne. D'accord. Après, il y a des moments où je dois réduire l'incertitude par rapport à mes produits, par rapport à mes services, par rapport à la personne que je suis. Et là, je vais pouvoir utiliser l'autorité et la preuve sociale. D'accord. Et puis après, malgré tout ça, peut-être qu'il va falloir que je pousse les personnes à agir, à prendre une décision. Et là, je vais pouvoir utiliser la cohérence et la rareté. Voici les 7 principes. Ah, c'est intéressant. Donc, on a 3 qui vont ouvrir l'esprit et l'écoute. Ouais. 2 qui vont réduire l'incertitude. Voilà, rassurer. Rassurer, c'est ça. Et le 3e qui vont déclencher l'action. Qui vont déclencher l'action. C'est ça. Bien vu. Et l'idée, c'est pas de l'utiliser. De toute façon, tenter d'utiliser les 7 principes ensemble, ça ne marchera pas. Ouais. Hein, mais on peut en combiner 1 ou 2. Après, il y a des déclencheurs, il y a pas mal de choses qui vont agir là-dedans. Alors, l'unité, peut-être celui qui est le moins connu, le moins évident. Oui, parce que c'est le dernier qui a été rajouté après. Okay. Au début, il y avait 6 principes, effectivement. Et l'unité, dans les travaux que le docteur Cialdini a fait, il a découvert la puissance de ce principe-là, qui est basé sur la co-création. C'est-à-dire que travailler avec les autres va... Si tu veux, ce principe, on va travailler, on va être influencé par les personnes que l'on considère être comme nous. Ouais. Être nous. C'est-à-dire, c'est vraiment cette notion d'appartenir à quelque chose. Et c'est ça qui va permettre d'influencer les autres par rapport à cette situation-là. Et on avait parlé d'un livre, c'est ça, Tribal Leadership. Ouais, c'est ça. Dommage, je ne sais pas pourquoi ce livre n'est pas traduit, mais franchement, il est génial. Et le leadership tribal, il est pas lié à des comportements, mais il est lié vraiment à notre manière de nous exprimer, les mots que nous utilisons. Et eux, ils ont découvert qu'il y avait finalement 5 phases dans le leadership tribal qui va définir énormément de choses différentes. La première phase, c'est la vie est une horreur, la vie pue. On va retrouver malheureusement les personnes qui sont dans les gangs, ceux qui sont contre tout, qui sont en rébellion avec tout ça. Bon, pas de jugement par rapport à ça, mais c'est la vie qui est une horreur et tout. À la phase 2, c'est ma vie qui est pourrie. C'est pas ma faute, chef, j'ai glissé. C'est la faute du gouvernement, du temps, des autres. C'est jamais moi le responsable de quoi que ce soit qui m'arrive. Bon, c'est un fait. Il y a pas mal de personnes qui sont dans cet environnement-là. Au niveau 3, c'est je. Là, c'est ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux énormément. Je veux dire, les influenceurs, les machins, c'est super ce que tu fais, Denis. J'adore. Hein. Mais alors moi, ce que je fais... c'est vachement mieux que toi. C'est la course à l'ego, quoi. C'est un peu la course à l'ego et c'est surtout très centré sur soi-même. La phase 4, c'est quand le je est remplacé par le nous. Donc, dans un groupe BNI, on travaille. On a des membres qui sont à différentes phases. On n'a pas beaucoup. Alors, on n'a personne dans la phase 1, ça, on est d'accord. On en a quelques-uns dans la phase 2. Mais on a quand même pas mal de membres qui sont dans la phase 3 et dans la phase 4, si tu veux. Et... un groupe BNI va fonctionner à travers ce principe de l'unité. Quand le groupe, tu sais, quand tu fais des formations, qu'il y a des membres qui viennent de différents groupes et que tu leur dis de se présenter, tu sais que ça commence à faire de l'unité quand ils disent « je participe au groupe ». Tu vois, il y a ce sentiment de fierté. Je sais pas, je suis membre, c'est « je participe à ce groupe-là ». Et ça, c'est très, très fort. Et la dernière phase, c'est quand on sert une noble cause. D'accord. C'est cette notion de tribu qui est super important. Et j'ai beaucoup travaillé sur la région Essonne, parce que maintenant, on est 23 entre les ambassadeurs, l'admin, les directeurs consultants, et la croissance qu'il y a, parce que la région n'était pas en bonne santé. Je me suis beaucoup appuyé sur cette notion de servir une noble cause, de fédérer toute une équipe sur une idée commune, différente. Tribal, quoi. Ouais, une idée différente d'être là pour les autres, quoi. Ah, c'est super. Ok.
Et si on parle un petit peu en aval donc, des processus décisionnels, tu as la rareté et... La rareté et la cohérence. Ok. Ça, c'est un truc super intéressant et subtil. Ça serait... Parce que la rareté, c'est en gros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup, donc agissez vite, sinon il n'y en aura plus après. Ouais, mais ça c'est lié à quelque chose, c'est que les personnes sont 2 fois plus motivées sur quelque chose qu'elles risquent de perdre que quelque chose qu'elles risquent de gagner. Donc le principe de la rareté, il est vraiment lié à cette notion, je vais perdre quelque chose. L'aversion à la perte. Ok. C'est l'aversion à la perte qui est la base du principe de la rareté. La cohérence, c'est de faire prendre des engagements aux personnes. J'aime bien cet exemple qui a été fait, c'est un restaurant à Chicago qui s'appelle Gordon. C'est un grand restaurant à Chicago qui avait une vraie problématique qui était liée aux réservations non honorées. Et où les personnes, bien sûr, n'appelaient pas. Ça représentait une difficulté pour le resto, 30% de réservations non honorées. Et le restaurateur, qui était un maître influenceur et qui connaissait bien Cialdini, il a écouté son personnel prendre des réservations. Et ça se passait plutôt comme ça. Bonjour, on voudrait réserver pour 4 personnes pour samedi soir. Super, très bien. Bien, j'ai une table pour 20 heures. Est-ce que ça vous va? Très bien. Bon, ben écoutez, si jamais vous avez besoin vous avez un empêchement, appelez-nous, quoi. Ouais. Donc c'était plutôt passif. Il a changé 2 mots en vérité. C'est-à-dire que au moment avant de raccrocher, c'est voudriez-vous nous rappeler si vous avez un empêchement ou vous ne pouvez pas confirmer la réservation? Et le personnel avait comme instruction d'attendre une réponse. Ouais. Et les personnes disaient oui, je vais vous appeler. Ça, c'est un engagement. Ouais. Et cet engagement a permis de faire passer le taux de réservation non honorée de 30 à 10%. Juste sur ça. Ouais, mais parce que tu responsabilises les gens et tu les fais s'engager. C'est vrai ça, c'est le principe de la cohérence. C'est génial. Les principes. Et ça te concerne pas nous. Je veux dire, c'est important d'être cohérent avec les engagements qu'on prend. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les autres, le principe de la cohérence, ça concerne vraiment les autres, pour leur faire prendre conscience des engagements qu'ils ont pris et qu'ils vont tenir. Ouais, c'est génial. Et ça veut dire que, on touche là à l'influence éthique, bien sûr, dont on va parler. C'est-à-dire que il n'y a rien de mal à faire prendre des engagements à des gens puisqu'ils s'engagent et c'est mieux qu'ils préviennent s'ils ne viennent pas plutôt que de ne pas prévenir, notamment quand tu es restaurateur mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu vois, et influence éthique, c'est aussi le thème de ta nouvelle conférence, l'influence éthique, compétence business ultime. Oui. Suite à ta formation au Cialdini Institute, tu as créé une conférence. J'ai créé. Donc, ça fait partie des éléments que l'on a à notre disposition. On en a 4 des conférences, effectivement. Toujours liées au principe du docteur Neidert. C'est comment renforcer les liens dans l'environnement dans lequel on est, comment motiver les personnes à l'action, comment réduire l'incertitude. Et la conférence phare, la persuasion éthique, l'ultime compétence business. Ça, c'est génial. Rien que le titre est top. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi elles peuvent servir les entreprises qui n'ont peut-être pas à ce stade toute conscience que l'influence éthique, c'est vital pour l'avenir d'un business? Alors, c'est plutôt les principes. Si tu veux, pour répondre à ta question précisément, le Forum économique mondial publie 2 fois par an son rapport sur l'emploi. Oui. Okay. Et là, il fait ressortir les principales compétences qui devront être développées par les employés et les personnes en général. Quoi qu'il se passe, dans les 10 premières se trouvent le leadership et l'influence sociale. Et l'influence sociale, là, ça fait référence à la persuasion éthique. On passe 41% de notre temps, c'est une étude qui a été menée, les personnes non commerciales passent 41% de leur temps à influencer les autres. Donc ça représente un coût en temps qui est important pour les entreprises. Parce qu'il y a quelque chose, si on doit parler de ça, tiens, ça me plaît bien. Il y a quelque chose qui s'appelle le coût frictionnel. Il y a un coût frictionnel. Et je vais t'expliquer ça. Dans le sens où les entreprises veulent nous transformer de potentiels prospects en clients. Bien sûr. Et souvent, dans leur méthode, leur message, il y a beaucoup de friction pour qu'on devienne client. C'est casse-pied, il y a des épreuves, il faut remplir un papier, il faut faire des trucs. Et ils n'en sont pas conscients, les entreprises, souvent, que leur coût frictionnel est important.
Et au plus tu vas simplifier le processus pour devenir client, au plus le client va le faire. Bien sûr. Il faut vraiment lui mâcher, parce que notre cerveau est feignant. Notre cerveau, notre système 2, c'est un feignant de première. C'est-à-dire, au moins il va pouvoir se mettre en œuvre, au mieux ce sera. De toute façon, la majorité des décisions du système 1 sont plus ou moins correctes. Il en faut pas mal pour que le système 2 dise « Oh, attends, système 1, pause ». Arrête-toi, regarde le truc et prends la décision. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe là-haut. D'accord ? Et le coût frictionnel, il peut être aussi utilisé dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est facile de devenir client, mais par contre, c'est super difficile de quitter l'entreprise. Okay ? Donc ça, c'est super important à prendre en compte cet élément-là. Et puis, il y a une partie aussi qui est non consciente de la part des entreprises sur les messages qu'elles véhiculent. Il y a peut-être des messages, en vérité, qui ne jouent pas ce qu'ils devraient jouer. Ça joue contre eux, en vérité. Je te donne un exemple. Cialdini et ses étudiants, un jour, ils ont décidé de faire un test. Ils ont mis des dépliants sur un parking des voitures et ils ont jeté des dépliants par terre, pour voir effectivement la réaction des personnes qui arrivaient sur la bagnole avec un dépliant. Comme il y a des dépliants par terre, la majorité jetait les dépliants. Parce que la preuve sociale, en vérité, on n'a pas besoin de la voir, on peut la deviner. Okay. Maintenant, ils ont testé aussi autre part, en laissant par exemple un seul dépliant. Ben là, tout le monde jetait à la poubelle, presque tout le monde, parce qu'à l'arrière, le dépliant tout seul par terre, c'était l'exception à la règle. Donc nous sommes bien influencés par notre environnement. Mais souvent, les entreprises, elles communiquent, elles ne savent pas qu'elles communiquent et que ça les dessert. Je te donne un autre exemple par rapport à ça, sur cette notion de la preuve sociale. Une grande partie de nos patients oublient d'annuler leur rendez-vous. Merci de penser à le faire. Mais ça, en vérité, ça joue. Ça pourrait être un message qui pourrait être plus ou moins perçu positif. Mais en vérité, ça joue contre le praticien, ou en tout cas contre ceux qui veulent effectivement faire en sorte que les personnes prennent le temps d'annuler leur rendez-vous médical. Parce que ça veut dire « Ah, mais je ne suis pas tout seul ». Bah ouais, je ne suis pas tout seul. Mais c'est très bien. Au lieu, ce serait plus facile de dire « La majorité de nos patients prennent le temps d'annuler leur rendez-vous car ils savent que c'est important de libérer du temps pour un autre patient. » Ça, c'est un modèle de message. Mais il y a un autre message qui pourrait être encore plus fort. Dans la preuve sociale, par exemple, ça concerne effectivement la manière dont les autres se comportent et surtout lorsqu'elles sont comme nous. C'est-à-dire que le praticien qui voudrait vraiment réduire ces non-annulations, il pourrait dire la majorité des patients de notre cabinet prennent le temps d'annuler leur rendez-vous car ils savent que ça laisse la possibilité à d'autres patients de prendre rendez-vous. Et vous, là, tu viens de changer l'image. Là. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Je me mets à la place de la personne qui entend ce message. C'est clair que c'est... Ou qu'elle le voit affiché. Et c'est pas moralisateur en même temps. Non. Ah ben non, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Ça marche pas. Mais tu vois, ce simple message qui est transformé comme ça, ben je suis dans la salle d'attente, je vois le message, si je vais y penser. C'est inconscient, encore une fois, mais ça va s'ancrer. C'est-à-dire que la prochaine fois, je prends un rendez-vous sur Doctolib ou quoi et que je dois l'annuler, ben je vais l'annuler. Ouais. Je vais pas planter mon médecin. Parce que j'ai pas envie d'être une exception à la règle dans ce cabinet où il y a d'autres patients qui sont comme moi, donc des malades. Ouais. Tu vois, c'est ça l'influence. Et ça, c'est vraiment ce que tu peux apprendre aux entreprises. Aux entreprises. Bien sûr. Sous quel format ? C'est quoi ? C'est plutôt pour une équipe de commercial ? C'est plutôt sous forme de séminaire ? Tu t'adaptes ? Je m'adapte parce qu'on peut effectivement... Alors, la conférence, elle est pour présenter les grandes lignes. C'est quoi l'influence éthique ? D'où ça vient ? Quels sont les principes ? Quelles sont les études qui ont été faites sur certains des principes ? Puis j'en ai énormément d'exemples, si tu veux, mais bon, voilà. Et ensuite, derrière, on peut faire une demi-journée. Ouais. On peut travailler, par exemple, que sur 2 ou 3 principes liés à une problématique liée à l'entreprise. Ça peut être les RH sur le recrutement, sur la stabilité des employés. Enfin, toutes les entreprises ont des problèmes d'influence. Déjà, il faudrait qu'elles en soient conscientes. C'est ça, oui. Ouais. Et l'idée, c'est que de faire travailler ces équipes-là et surtout ensuite de travailler sur un plan d'action. Et on a les outils pour effectivement les aider à déterminer, OK, on a tel problème d'influence,
Ok, chacun va réfléchir. Très bien. C'est quoi les plans d'action? Enfin, c'est quoi les solutions qui sont proposées? Et à travers ces solutions, on va trouver effectivement un plan d'action qui va permettre. Et puis après, on va mesurer Ouais. effectivement si ça a un impact. Et les progrès. Et comme tu as des collègues dans toutes les langues et tous les pays, tu peux mener ça même à l'échelle Ah d'un ben oui. pays ou en Europe, c'est en fonction Bien d'une sûr. entreprise qui aurait des bureaux en Italie, en France et en Espagne. Tu peux aussi mener Bien sûr. ça à cette échelle-là. Bah oui, c'est ça la force, effectivement. Ouais. Alors, surtout, moi, j'ai fait partie de la promotion, première promotion. Mais là, je crois qu'on est rendu à la promotion 7 ou 8. Mhm. Et à chaque fois, on est une vingtaine. Donc, ça veut dire que Le réseau se développe, le réseau ouais. se développe de formateurs certifiés. Et comme tu le dis très bien, je travaille avec une entreprise française qui me dit, bah, attendez, notre antenne, je sais pas, à Dubaï, eh bien, elle rencontre la même difficulté. Bon, mais pas de souci. J'appelle mon ami Léopold, je les mets en contact. Et Léopold va faire un travail similaire par rapport à son... En plus, lui, il est psychologue de formation, il est extra, enfin, ou tu vas en Roumanie, peu importe. Ok. C'est ça la force. Et j'imagine que, a priori, on se dit, tiens, c'est l'influence de l'entreprise avec ses partenaires, ses clients, ses prospects, ses fournisseurs. Mais est-ce que ça peut toucher aussi l'influence interne qui peut parfois être un peu chaotique Bien sûr. et piquée? C'est-à-dire que tu peux avoir des espèces de résistance interne où chacun essaie d'influencer chacun et on perd du temps et de l'argent. Est-ce Bien que sûr. c'est aussi des choses sur lesquelles tu travailles? Si tu veux, il y a un truc qui est important à bien comprendre. Tu t'as jamais lu le livre de Cialdini? Si, je l'ai lu tu il y l'as a lu. 4 ans. Ouais, Ok, tu l'as lu il y a 4 ans. Ouais. Donc, il a été vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Influence, la science de la persuasion. Franchement, c'est pas parce qu'on lit que l'on sait quelque Non, chose. c'est clair. Pas parce qu'on le sait Ouais. qu'on le met en pratique. Mm. Et c'est pas parce qu'on le met en pratique qu'on le met en pratique de manière efficiente. Et en plus, à partir du moment où c'est une science, ça veut dire que ça peut être enseigné. Et si ça peut être enseigné, ça peut être appris. Ouais. Et c'est ça qu'on fait au sein de Cialdini, si tu veux. Toute situation d'influence comporte au moins un ou plusieurs principes qui peuvent être utilisés. Mhm. Encore faut-il savoir qui sont présents, comment les utiliser, comment les mettre en œuvre, et surtout aussi éviter, parce que des fois, il y a des entreprises, elles savent que la preuve sociale est importante, mais c'est pas pour ça qu'elles l'utilisent. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je le vois même. Aujourd'hui, je suis un podcasteur, parce qu'on est là pour ça, mais aussi copywriter. Et donc, j'ai revisité pendant la formation tous les principes de Cialdini et tous les principes d'influence. Et tu vois à quel point c'est important et finalement à quel point souvent les entreprises ne l'utilisent pas parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils n'osent pas. En fait, C'est ça. et surtout quand tu arrives à mailler l'ensemble des principes, tu arrives à un résultat très efficace. C'est-à-dire que si tu fais la preuve sociale et la rareté, Si c'est nécessaire, ouais. si c'est nécessaire, et tu peux ajouter à chaque étape Bien sûr. des éléments qui renforcent la crédibilité, qui renforcent la confiance, qui renforcent l'engagement et le sentiment de devoir agir vite. C'est ça. Et c'est vrai que peut-être beaucoup d'entreprises le font plus ou moins bien de manière spontanée, mais sans se poser des questions. Mais parce qu'ils savent pas. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Mm. Puis enfin, là, on parle des 7 principes, mais après, il y a ce que Cialdini appelle les petits plus. Enfin, quand lui, il parle des petits plus, comme il dit en rigolant, tout le monde est là avec son carnet de notes et tout, et ils sont prêts à prendre des notes. Je veux dire, c'est presque comme s'il avait parlé sexe, tu vois, et tout le monde, tu vois, et tout le monde est prêt à noter quelque chose, quoi. Parce que ce sont des choses qui ont l'air tellement évidentes, on pense qu'on connaît bien le savoir-vivre. Comment se comporter avec les autres. Sauf que c'est pas vrai, on est des branquignoles quand il s'agit d'interagir avec les autres. C'est sûr, je veux dire. Branquignol, ça vient du Sud. Hein. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Et c'est le docteur Cialdini qui fait une conférence en Australie. Et au premier rang, il y a un monsieur. Et au fur et à mesure qu'il fait sa conférence, il voit le monsieur qui commence à blêmir, carrément. Et il croit qu'il va faire un malaise. Donc il arrête la conférence. Ouais. Et il dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, le monsieur, il explique. Donc il a une boîte d'informatique à Sydney, il a un super client à Melbourne. Mhm. Et cette cliente lui dit, on a un problème informatique, il faut vraiment ça. Donc il décide d'envoyer 2 techniciens et il y va lui-même pour résoudre la problématique informatique de ce client super important. Et finalement, la problématique informatique était résolue assez rapidement. Et la cliente dit au patron d'entreprise, elle dit, écoutez, merci, c'était vraiment super. Vous êtes venu en plus vous-même. Alors, vraiment, c'est vraiment un service extra. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, c'est pas grave, on fait ça pour tout le monde. Il gâche tout, quoi.
Et là, d'un seul coup, il se rend compte qu'il a fait une bêtise en disant ça. Parce que le visage de la personne en face de lui a changé. Et là, en plus, il enfonce le clou en disant non, mais ça nous fait plaisir. On adore venir à Melbourne, la vie nocturne et tout, c'est super. La cliente n'a plus jamais fait affaire avec ce monsieur. Ah ouais, bien sûr. C'est d'une maladresse. C'est une maladresse colossale. Alors qu'il aurait pu... Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, à ton avis ? Ah, il aurait pu dire on a fait ça tout particulièrement pour vous parce que vous êtes une de nos clientes favorites. Super, très très bien. Mais il aurait pu encore plus renforcer le message. Effectivement, oui, c'est normal, c'est ce que font les partenaires de longue date. Ouais. Mais je suis sûr que dans l'autre situation, vous auriez fait la même chose pour moi. Il ajoute de la réciprocité. Tu as tout compris, il a ajouté le principe. On peut ajouter le principe de la réciprocité. C'est éthique, là. On ne cherche pas de la manipulation, là. C'est juste apprendre, encore une fois, à bien interagir avec les autres sur la base des principes de l'influence pour pouvoir, justement, à un moment donné, la cliente, je ne l'aurais pas perdue ainsi. C'est terrible, je veux dire. Donc, l'influence éthique, tu l'enseignes dans une conférence. C'est ça. J'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller sur ton site internet, à aller aussi lire tes posts LinkedIn, ils sont nombreux sur ces sujets-là. J'aimerais, on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu veux déjà, avant que je te pose la question ultime, revenir un petit peu sur les grands principes que tu enseignes et sur les grands conseils que tu peux donner? Ce qui est important, moi, je pense, là, encore une fois, c'est que les conférences que je fais, donc conférences sur qui est dans votre pièce et surtout, parce qu'on a été formé par Ivan Meissner sur, effectivement, les concepts et comment apprendre aux personnes à les mettre en pratique. Et l'influence éthique, on est toujours en lien avec mon pourquoi. Oui, c'est vrai. Je sais que j'ai un impact quelque part sur la vie de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, moi, mon chiffre d'affaires, je m'en fous, je te le dis franchement, clairement. C'est pas ça qui va déterminer ma réussite. Ma réussite, c'est le nombre de personnes que j'influence positivement et significativement par mes actions, par mes paroles, par ce que je fais au quotidien. Et ce qui est certain, c'est que ce podcast, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et tu sais, ça reboucle plein de petites choses où tu dis « Ah, je crois savoir », et en fait, en réalité, je sais pas. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté déjà énormément de valeur. Notre collaboration m'a amené énormément de valeur. Super. Donc c'est vraiment... d'abord, je te remercie. C'est quelque chose qui est rare de sentir chez l'autre cette sincérité d'aider, même si beaucoup de gens sont généreux et veulent le faire, mais on sent que chez toi, c'est quelque chose qui est plus important que l'argent, plus important que d'autres choses. On va arriver à la conclusion de ce podcast. Je voudrais savoir si tu n'avais qu'une chose à retenir de cette vie riche que tu as eue. Quelle serait-elle ? Je dirais que déjà, ça revient toujours à cette question, aider les autres, pour moi, c'est la meilleure manière d'exprimer qui on est en tant qu'être humain. Mais surtout, en plus, c'est de se dire, rien n'est impossible. Tout réside dans notre choix et notre désir. Je veux dire, si je suis quelqu'un, je suis pas allé au bac, puis après, j'ai fait une VAE et j'ai un bac +5 avec un master. J'étais pas destiné à être entrepreneur, je suis entrepreneur. J'étais pas destiné à être conférencier, je fais des conférences, je forme. Pourtant, oui, ok, j'ai peut-être comment te dire, mes parents, ma sœur, tout le monde était prof. Mais moi, je voulais pas être prof. Parce que si c'était pour avoir des gamins comme moi qui foutaient la panique dans la classe, ça aurait pas marché, si tu veux. Mais quelque part, cette transmission du savoir était importante. La seule limite, c'est notre cerveau. C'est si je pense que je peux pas y arriver, ok, je vais pas y arriver. Quoi qu'il se passe, on a toujours raison d'une manière ou d'une autre. Mais notre âge, notre expérience, de là où on vient, c'est pas grave. Tout est possible à partir du moment où je prends la décision que c'est possible et que je vais le faire et que je vais pas écouter les ancres dans ma pièce qui me disent tu vas pas y arriver. Alors, moi, je vais te faire rebondir. J'ai envie de te faire rebondir sur ce que disait mon père, ou plutôt sur l'inverse. Il disait je ne crois que ce que je vois. C'est du côté Saint Thomas. Il le citait beaucoup. Et avec le recul, je me suis aperçu que dans la vie, finalement, c'était l'inverse. C'est-à-dire que nos croyances déterminaient notre champ du possible. Et finalement, je me dis je crois ce que je vois. Non, je vois ce que je crois en réalité. Et j'ai fait advenir ce que je crois possible. Bien sûr.
Ça va dans le sens de ta conclusion, mais comment tu pourrais donner un message d'espoir et d'expansion à tous ceux qui nous écoutent au regard certes de ton expérience, mais aussi peut-être de ce que tu enseignes au quotidien? Moi, alors, ouais, c'est une sacrée bonne question, là. Donc, tu me donnes de la réflexion, là. Ouais. Moi, je vois une chose. Là, on va revenir à l'expérience BNI. La majorité des entrepreneurs qui ont été ou qui sont toujours membres ou qui vont peut-être devenir membres, souvent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas une critique, ils ne savent pas trop. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de travailler sur ce pourquoi ils font. Parce que c'est des bons techniciens. Tous, ils sont super bons dans ce... Enfin, il y a quelques bizarres, je suis d'accord, mais la grande majorité, ils sont super bons dans ce qu'ils font. Et ils devraient travailler sur leur pourquoi ils font les choses. Parce que quand tu sais pourquoi et que tu es aligné avec ce pourquoi et tes valeurs, il n'y a rien qui peut t'arrêter en vérité. Il n'y a rien. Et les personnes vont te suivre pourquoi tu fais les choses. Pas comment, je m'en fiche comment tu organises ton podcast, comment tu vas découper les vidéos, j'en ai rien à faire. Ce qui m'a inspiré, c'était les messages que tu as pu faire passer. Ok, tu es peut-être membre BNI, mais il y a des membres BNI qui sont pas très bons dans ce qu'ils font. Mais il y a plein de trucs, nos conversations m'ont convaincu de me dire, ben, tiens, c'est le bon gars. La preuve sociale, bah, tu as reçu Véronique Millet, mais Véro, c'est une amie. Ouais. Tu vois, t'as Nathalie Albou, mais je la connais depuis des années, Nathalie. Ah. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Tu vois, et tout ça conforte, si tu veux. Et il y a une notion du pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ça qui est important. Et je crois que le message à faire passer, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Oui, c'est d'aller chercher un why puissant et pas se contenter ça doit apporter des larmes d'un service. Ça doit apporter là on est dans un podcast, il y a des caméras autour de nous et tout, mais je te promets que quand je partage mon why, mon pourquoi devant la majorité des personnes, il y a un moment donné quand je parle de mon père, prof d'anglais machin, t'as des émotions qui montent. Ouais. Et je sais que c'est ça, j'ai touché, c'est ça le pourquoi. Parce que là, je me souviens, je suis allé au Maroc former les directeurs BNI et je suis allé à la dernière conférence, justement. J'ai fait une intervention et j'ai commencé par mon pourquoi. Et il y avait l'équipe suisse qui était là. Il y avait une jeune directrice consultante de BNI Suisse qui est venue me voir à la fin, qui m'a dit, tu sais, je fais partie des personnes hypersensibles. Quand tu as partagé son pourquoi, j'ai senti, ça m'a traversé. C'est pas moi je l'ai pas payé pour lui de dire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais parce que quand tu communiques sincèrement avec ça, donc avec tes tripes en vérité, puis il y a des personnes qui t'aimeront pas. Et alors ça m'inspire quelque chose. Ça serait, tu vois, souvent on dit on va convaincre quelqu'un avec des arguments rationnels. Et en réalité, quand on va persuader, on va le faire avec de l'émotion. Bien sûr. Certes, des arguments, mais c'est ce que tu fais là, c'est ce que tu dis là. En fait, ce qui a fait vibrer chez cette personne, c'est l'émotion que tu as fait résonner chez elle. C'est ça. Bien, écoute, super. J'ai envie de te dire merci pour toute cette valeur que tu nous as apportée et celle que tu vas apporter aux entrepreneurs que tu vas aider. Donc, une nouvelle fois, je les invite à aller sur ton site et puis aller lire tes posts LinkedIn et d'entrer en contact avec toi, puisque tu es quelqu'un, en tout cas, qui mérite être encore plus connu qu'il c'est l'est. gentil, ça. Merci, Denis. Je t'en prie. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci, Denis. Allez, au revoir. Au revoir.